Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour le deuxième épisode de ma conversation avec Mathilde d'Avignon. Mathilde, bonjour. Bonjour. Responsable chez Madrigal, donc qui regroupe un certain nombre de maisons d'édition, dont la figure centrale dans le navire amiral et la maison Gallimard, responsable du livre audio. Nous avons commencé à défricher un peu la question du livre audio dans notre premier épisode, suffisamment, je crois, pour que nous en venions à la question de savoir comment ça se fabrique, un livre audio, comment on choisit les titres, vous en avez déjà un peu parlé, comment est choisi le comédien, la comédienne, etc. Donc, est-ce que autour d'un ou de plusieurs exemples, Mathilde d'Avignon, vous pouvez nous éclairer sur la question de comment on fabrique un livre audio ? Avec plaisir. Fabriquer un livre audio, c'est vraiment toute une aventure. C'est pas parce que le livre existe déjà, au final, qu'il a déjà été écrit et qu'il est soit déjà paru en papier ou sur le point de paraître, puisqu'on essaye quand même vraiment en tout cas, évidemment pour les nouveautés, de les sortir en même temps que la parution papier. C'est pas parce que ce livre existe déjà dans une certaine forme que le faire passer à l'audio est simple et peu coûteux. C'est même un peu l'inverse, parce que on est dans l'obligation de respecter à la lettre ce que l'auteur ou l'autrice a mis dans son texte. Non seulement ce qu'il a écrit, mais également tout ce qu'il n'a pas écrit. Parce que la voix va devoir transmettre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, sans le surinterpréter, en restant fidèle à la plume. Donc on est sur le fil tout le temps, et le travail des éditrices et des éditeurs de mon équipe, c'est de bien comprendre ce que l'auteur ou l'autrice a voulu dire, ses intentions, pour faire le bon casting et ensuite la bonne réalisation du livre audio. Donc tout ça, c'est notre mission en fait. Comment on choisit les textes ? Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de textes qui sont publiés à l'heure actuelle, même si les éditeurs conscientisent tout cela. Et nous, on ne peut pas tout enregistrer pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on n'a pas les moyens physiques de le faire, on n'est pas assez nombreux. Et surtout parce que faire un livre audio, ça coûte cher. Et pour l'instant, on n'en vend pas assez pour que ce marché soit extrêmement rentable. Donc, on choisit. Je vous arrête là-dessus, ça coûte cher. Faire un livre papier, ça coûte pas cher. Ça coûte même de moins en moins dans la mesure où fabrication de livres, c'est de plus en plus automatisé. Est-ce que vous avez une idée du rapport de coût entre le même livre papier et le même livre audio ? Ah, alors non. Très sincèrement, non. Je pense que c'est assez variable, et dans le coût global d'un livre, il y a évidemment la fabrication pure, mais il y a aussi tous les aspects juridiques et de droit qui sont liés. Et là, ça peut vraiment être extrêmement variable d'un livre à l'autre et d'un livre audio à l'autre. Donc, je ne sais pas, mais en général, une production moyenne d'un livre audio, la production moyenne d'un livre audio, est plutôt autour de 6 500, 7 000 € pour un livre audio. Et c'est vrai que pour rentabiliser, si vraiment il faut parler comme des fabricants ou des marchands, pour rentabiliser cet investissement, il nous faut plusieurs années, vraiment. Donc on est obligé de choisir et de faire un travail d'éditeur, tout simplement, d'avoir un équilibre dans la collection, d'avoir certains livres qu'on va faire parce que c'est des coups de cœur, parce que certaines auditrices et certains auditeurs les attendent, parce que ça construit un catalogue, parce qu'on défend aussi des premiers romans, on le fait beaucoup. Et donc ces livres-là, on sait qu'il leur faudra plus longtemps pour s'installer. Ils sont compensés par ce qu'on appelle souvent les locomotives, par des best-sellers. Et ça, vraiment, dans ce sens-là, on est vraiment éditeur dans cette collection. On n'est pas juste transposeur d'un texte papier à un texte audio. Donc pour
revenir un petit peu aux étapes de fabrication, évidemment, d'abord, il y a la lecture pour sélectionner parmi tous ces très beaux textes de ces nombreuses maisons d'édition, ceux qu'on va pouvoir enregistrer. Il est assez rare que des textes ne se prêtent pas à l'audio. C'est très difficile pour le théâtre, ça on ne le fait pas, nous. C'est difficile aussi pour certains livres très scientifiques, avec beaucoup de schémas et autres, mais dans la majeure partie des cas, on arrive très bien à enregistrer les livres de nos maisons. Mais il faut vraiment qu'on fasse des choix entre nos goûts, ce que le public attend, la ligne éditoriale de la maison. Une fois qu'on a choisi les textes, on fait ce qu'on appelle un calibrage pour savoir combien de temps il va durer. À combien de temps on estime la durée de ce texte. Et ce calibrage, il est très important parce que il va Pardon, la définir durée d'enregistrement la durée ou la durée d'écoute finale. la durée d'écoute finale. La durée D'accord, d'écoute finale. d'accord. On va dire, il y a tant de mots dans ce texte, ça va durer tant d'heures à écouter. Approximativement, mais bon, on a des méthodes de calcul qui sont maintenant très précises. Et ensuite, on va pouvoir du coup définir le nombre de séances d'enregistrement qu'il va nous falloir pour arriver à cette durée. Est-ce qu'on peut prendre un exemple là, Bien pour sûr, voir? en général, un livre, on compte à peu près qu'un comédien ou une comédienne peut lire 9000 mots par heure. Donc, pour calibrer le texte, on prend la totalité des mots, on divise par 9000. Et on se rend compte que ce texte va durer, mettons, 8 heures d'écoute. Et ça, 8 heures d'écoute, ou disons 6 heures d'écoute, c'est un livre de la Blanche qui fait à peu près 300 pages. Voilà. C'est variable, mais... Donc, La Blanche, c'est la collection blanche de Gallimard. voilà, c'est disons, voilà, un roman assez classique dans son nombre de pages. 300, 350 pages. Donc ça va durer entre 6 et 7 heures d'écoute. Et pour l'enregistrer, il va nous falloir entre 2 et 3 fois plus de temps. Donc le comédien, qui au final sera écouté pendant 6 heures, aura passé 3 fois plus de temps en studio, c'est-à-dire 18 heures. Et ensuite, il faudra la post-production, qui pour le coup reprend encore au moins 2 fois plus de temps. Donc le processus de création est très long, et en plus, c'est un travail et un moment extrêmement intense pour le comédien ou la comédienne qui fait ça. C'est très statique, mais au final, ça prend énormément d'énergie et de concentration. Donc, on est obligé de faire des séances d'à peu près 3 heures, pas plus. Donc voilà, on fait des demi-journées comme ça, en studio, avec le comédien ou la comédienne. Comment est-ce qu'on a choisi ce comédien ou cette comédienne? Comment est-ce qu'on fait ce qu'on appelle le casting? Il y a plusieurs choix. Il y a les fois où, comme pour Triste Tigre, par exemple, de Neige Sino, il y a eu un peu comme une évidence que ça devait être elle. C'est elle qui devait lire ce texte extrêmement autobiographique, extrêmement personnel. Certains auteurs souhaitent lire leurs textes, même s'ils sont moins autobiographiques. Chez nous, Maëlys de Kerangal, Emmanuel Carrère lisent leurs textes. Donc ça, c'est la première catégorie. La seconde catégorie, c'est quand l'auteur a réfléchi déjà à la voix qui pourrait porter son texte. Et là, on en discute avec lui ou avec elle. Et en général, on suit son envie, si le comédien ou la comédienne est disponible, bien sûr. Parce que ce sont des gens qui travaillent par ailleurs au théâtre, au cinéma. Et la troisième possibilité, c'est là où vraiment nous, éditeurs, nous faisons un travail de mariage, d'assemblage, c'est qu'on essaye de bien comprendre le texte, les personnages du livre, pour les incarner par quelqu'un qui aura, au moins dans sa voix, si ce n'est dans son physique, quelque chose de ce personnage. Parfois, il faut 2 voix. Il y a souvent, d'ailleurs, c'est souvent le cas en ce moment, des livres qui alternent les personnages d'un chapitre à l'autre. Donc là, on fait le choix d'avoir 2 comédiens, 2 comédiennes. Ou alors, parfois, c'est un petit peu plus ponctuel et on sait que le comédien pourra tirer le fil des différents personnages au fur et à mesure.
Mais c'est vrai qu'on est un peu tout le temps en veille pour trouver des voix. Si on regarde une série, si on va au théâtre, si on va à droite à gauche, on a toujours un peu les oreilles en parabole comme ça pour écouter, parce que dans le livre audio, on n'a pas forcément besoin d'une voix connue pour porter un texte. On a juste besoin de la bonne voix. Alors, justement, en réfléchissant à notre rencontre, je me disais qu'au fond, le livre audio a une vertu, ou pourrait avoir, je ne sais pas s'il l'exerce ou non, une vertu formidable qui est de corriger la nature. Je veux dire qu'il y a d'excellents comédiens qui sont limités par leur physique. Qui peuvent, il y a des petits gros qui ne joueront jamais Cyrano de Bergerac et qui ont peut-être la voix pour faire Cyrano de Bergerac, ou de petits gros qui pourraient être de Christian dans Cyrano de Bergerac. Est-ce que vous avez eu des exemples de ça, de cette chance donnée tout à coup à un comédien de pouvoir transcender les limites que malheureusement la nature lui a imposées? Je l'ai pas vécu personnellement, mais je pense par exemple à Michael Lonsdal, qui a ce physique très particulier, très grand et imposant, et qui est évidemment d'une finesse rare dans ses interprétations. Donc c'est l'exemple qui me vient, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. En effet, on n'est plus du tout un physique derrière un micro, on est une voix, et c'est un travail quand même extrêmement délicat de comprendre, d'aller au cœur d'un personnage et de le donner immédiatement au micro. Il y a très peu de répétitions, il y a pas de, voilà, c'est pas un rôle qu'on travaille pendant des semaines avant de le jouer sur scène. Il y a quelque chose d'une immédiateté, et en fait, plutôt que des comédiens ou des comédiennes qui sont très très connus, on cherche plutôt des comédiens et des comédiennes qui ont une grande expérience du théâtre, de la lecture, de la connaissance du texte, pour aller vite et bien au cœur des personnages. Donc, en effet, derrière le micro, on n'est plus du tout un physique. Euh, les auteurs vivants ont leur mot à dire sur le choix de leur interprète. Les auteurs morts depuis peu de temps ont des ayants droit qui peuvent aussi avoir leur mot à dire sur leur interprète. Mais les auteurs qui sont dans le domaine public, ceux-là n'ont plus personne qui puisse influer sur le choix de leur interprète. Alors, est-ce que là aussi, en prenant quelques exemples dans les classiques, vous parliez tout à l'heure de Victor Hugo, de Balzac, Zola, par exemple, tous les Rougon-Macquart sont disponibles en audio. Euh, le choix à ce moment-là se fait comment pour les classiques? Eh bien, je peux prendre un exemple assez universel, celui du Petit Prince. Le Petit Prince a été enregistré il y a bien longtemps en livre audio, par Gérard Philipe, qui a été une voix emblématique pendant des années et des années. Et il y a quelques années, je ne me souviens plus exactement de la date, mais je pense que c'est 21 ou 22, vraiment récemment, chez Gallimard Jeunesse, la décision a été prise de réenregistrer Le Petit Prince avec une nouvelle voix. Et le choix s'est porté sur Félix Radu, qui est un comédien qui était plus jeune, qui avait voilà un public croissant, et fait ses preuves récemment et marqué les gens récemment. Et il en livre une interprétation qui est rafraîchie, on va dire, mais qui en aucun cas ne dénature ce que le texte lui-même du Petit Prince avait. Donc, en effet, parfois, on peut réenregistrer certains textes, changer la voix et la remettre un petit peu en phase avec les attentes et les sensibilités actuelles. Mais il y a encore des ayants droit pour ce texte, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. J'ai loupé cette partie de votre question, en effet. Donc il a fait. Tandis qu'il y a Mais plus par contre, on valide toujours avec les ayants droit. Et ça, c'est important. Avec les ayants droit ou avec les auteurs ou les autrices. C'est de toute façon, on ne voudrait pas le faire différemment. Pour nous, c'est un travail global que l'on fait. Et si l'auteur, l'autrice ou les ayants droit ne sont pas convaincus de notre choix de voix, on en rediscute, on change. Parce que, évidemment,
la clé du succès, en tout cas la première pierre angulaire du succès, c'est que les créateurs soient contents du résultat. Est-ce qu'il y a dans les auteurs classiques, alors, hein, on parle de ceux qui sont dans le domaine public, est-ce qu'il y a des auteurs qui sont plus difficiles que d'autres à faire entrer dans un catalogue d'audiolivres? Heu, Est-ce que vous vous êtes heurté quelquefois à des difficultés de cette nature? non, alors, les plus grands textes très classiques ont été enregistrés bien avant mon arrivée dans cette collection, mais je pense que le plus gros frein, ce n'est pas tant, le notre process à nous, ce sont les attentes du public. Il y a certains grands classiques qui sont un peu moins revenus que les autres et qui ressurgissent parfois au gré du programme scolaire. Hem mais sinon, non, on n'a pas de difficultés particulières, à part bien sûr que souvent, ce sont quand même des romans fleuves qui prennent extrêmement longtemps à produire, à enregistrer et qui mobilisent beaucoup de monde. C'est certain que l'enregistrement des Misérables Mmh. peut prendre un certain temps. Mmh. Il y a des directeurs artistiques pendant les enregistrements ou bien c'est, vous-même qui faites fonction? C'est très variable, mais c'est indispensable. Que ce soit un directeur artistique qui, habite dans le studio, qui gère le studio ou, que la direction artistique soit assurée par, quelqu'un de mon équipe ou par un DA extérieur. On y tient énormément. Ça rassure beaucoup, ça rassure tout le monde. Ça donne un enregistrement bien plus précis, au final. C'est vrai que, je prends un exemple, hein, bien sûr, nous on prépare beaucoup les textes en amont avec les studios parce que, il peut y avoir des mots dans une autre langue ou parfois même des mots inventés. Il peut y avoir, des noms de famille à consonance étrangère. Il faut se mettre d'accord sur tout ça et on peut pas le faire à la dernière minute, à l'arrache. Il faut voilà, globalement et puis, donc ça, c'est déjà un travail de fond et puis la direction artistique apporte vraiment aussi une patte, une couleur. C'est de la création, le livre audio. C'est pour ça que quand on a, tel ou tel texte, on va l'associer à tel ou tel studio. On a plusieurs studios avec qui on travaille et puis on développe, aussi des nouveaux partenariats avec des nouveaux studios parce que tel studio aura une sensibilité peut-être un peu plus polar justement ou alors, fera beaucoup de musique et donc aura cette énergie et cette, vitalité, qui fait qu'on peut, accueillir peut-être des auteurs qui ont une appétence pour la musique. On a, des studios qui sont très, très, très littéraires. Et qui pourront, dans le cocon, de leur cabine, faire, des enregistrements de 20 heures, tout en gardant vraiment à cœur le texte, le texte, le texte, la plume. Donc oui, même le choix du studio et le choix de la direction artistique ne se fait pas du tout au hasard. Une question marginale avant de clore cet épisode. Vous avez dit un mot du théâtre. Tout à l'heure, vous avez dit: «On n'enregistre pas le théâtre». Mais le théâtre est déjà enregistré énormément. Il y a énormément Radio France, ça se sait peu, Absolument. est le plus grand employeur de comédiens de ce pays depuis toujours, Mmh. et a enregistré à peu près, tout ce qui est enregistrable. Alors évidemment, Radio France, c'est Radio France, c'est pas Gallimard, ni Madrigal, ni aucune mais l'idée d'une association qui permettrait de diffuser alors peut-être aussi à la demande, un peu comme il y a maintenant il y a énormément de plateformes dites de streaming, pour la musique, quelle qu'elle soit, que ce soit classique, rap, jazz, tout ce qu'on voudra. Est-ce que c'est une idée, sans vous demander si ça intéresserait spécifiquement Madrigal, mais est-ce que c'est une idée qui, pour vous, aurait un sens dans ce développement de l'intérêt audio pour, la littérature? Oui, certainement. C'est vrai que Radio France fait des productions formidables et des productions multivoix, ce qui est idéal pour le théâtre et ce que nous ne pouvons pas faire. Et c'est là où ils ont tout leur rôle à jouer. Il y a eu et il y aura encore des partenariats, avec Radio France qui est, certainement, vous avez raison, un très bon vecteur pour, faire connaître et diffuser le livre audio.
Je vous porte la contradiction sur la possibilité ou l'impossibilité de confier à une seule voix la lecture d'une pièce de théâtre. François Perrier l'a fait, d'autres aussi d'ailleurs, mais il y avait à un moment donné une émission dont je crois à Radio France, c'était Michel Pollack, qui était le producteur, qui consistait à confier à un comédien le soin de lire la totalité d'une pièce en jouant les différents personnages. Et la première fois que j'ai écouté ça, j'ai été extrêmement sceptique en ouvrant le robinet, si je puis dire, et je suis devenu très, très rapidement conquis. Mathilde Avignon, merci. Nous reparlerons de tout ça peut-être, mais en tout cas, sûrement, nous nous intéresserons à la manière dont l'audio livre a un impact sur la connaissance des textes et éventuellement donc sur la lecture. Je glisse une petite anecdote justement sur la radio en 2000, et c'est comme ça que tout a démarré pour Écouter lire. En 2000, France Culture et Gallimard se sont associés pour un événement hors norme. Il y a eu toute la nuit du 29 novembre une lecture à l'antenne par Bernard Giraudot de Harry Potter. Et cette initiative a donné, au final, l'un des premiers livres audio de la collection, puisque la collection a démarré en 2004. Mais Bernard Giraudot n'a pas pu enregistrer tout Harry Potter pour la raison qu'il est mort. Et qu'il existe, je l'ai écouté. D'ailleurs, j'ai jamais lu Harry Potter et je l'ai écouté intégralement et j'ai découvert quel génie est J.K. Rowling, l'autrice de ce qui est une espèce d'Alexandre Dumas britannique et féminine, avec une capacité d'invention formidable. Et je n'avais pas non plus vu les films que je suis allé voir après, qui sont évidemment, comme souvent, très décevants, parce qu'on est obligé de râper, d'éliminer une quantité de rebonds, puis de la finesse, justement, avec laquelle sont décrits et agencés les personnages. Mais c'est vrai que il se trouve que j'ai navigué avec Bernard Giraudot, donc on se connaissait un peu, et il a lu ce Harry Potter magnifiquement. C'est sûrement un des... Tout à fait. 100 heures d'écoute, Harry Potter. Merci, et donc nous nous retrouvons pour un prochain épisode. Merci beaucoup.